Hey, salut à toi qui passe par là, c'est tout nouveau, c'est mon plus gros projet sur YouTube à ce jour. Si tu entends des bruits bizarres, ne t'inquiète pas, c'est mon chien qui est là. Cher ami, tu écoutes aujourd'hui le tout premier podcast de la série Dans la lumière. C'est un podcast dédié à la découverte des éveilleurs de conscience. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi à la découverte de deux jeunes femmes qui ont ouvert leur shop de tatouage il y a 2 ans à Annecy. Leur intention, casser les codes et offrir à chacun la meilleure expérience possible humaine du tatouage. Une de leurs particularités, la finesse de leurs traits qui est vraiment exceptionnelle et rend le tatouage extrêmement élégant. C'est d'après avoir fait un premier tatouage là-bas que j'ai eu envie de vous faire découvrir ces deux jeunes femmes. Je les remercie toutes les deux encore une fois pour cette superbe journée avec elles. Je les remercie de m'avoir accueilli dans leur shop et je les remercie aussi d'avoir partagé avec nous tout ce qui va suivre dans cette vidéo. Si tu as envie d'en savoir plus, reste avec moi. Quand j'ai lancé cette chaîne, c'était de parler de moi, de parler des douleurs, pour faire tomber un peu le masque sur qui je suis, parce que ça fait des années que je porte un masque. Et en fait, j'ai envie de laisser cette opportunité à d'autres aussi, mais sur un masque qui peut être lié à autre chose. Comment est né ce concept déjà de shop? Est-ce que directement ça a été l'univers du tatouage? Je crois que non. Est-ce que d'abord ça partait dans toute autre direction? Est-ce que tu as envie de nous raconter En fait, je pense que comme pour beaucoup d'entrepreneurs, l'envie elle est venue d'un malaise au travail en tant que salarié, aussi bien pour Barbara que pour moi, dans le sens où on vient d'une famille qui est très travail, et on a une grosse conscience professionnelle. Et malheureusement, je pense que dans nos aventures avant, en tant que salarié, on avait l'impression d'être dévalorisé. Non pas qu'on n'était pas capable, parce qu'on se donnait à 200% et on a toujours eu de très bons retours de nos patrons vis-à-vis de ça, mais un espèce de sentiment que quoi qu'on fasse, la reconnaissance n'était jamais là. Et je parle pas que de la reconnaissance pécuniaire, je parle aussi de la reconnaissance simplement en compliments, gratification ou juste de la reconnaissance. C'est souvent plus important même que la reconnaissance pécuniaire. Exactement. En fait. Et je pense qu'on est venus toutes les deux à la conclusion que quitte à se démener au travail, autant le faire pour nous. Et donc ça a germé pendant un petit moment, et quand le moment est venu et qu'on était assez sûrs de nos acquis, toutes les deux, vis-à-vis de la création, donc moi en tant que tatoueuse, que j'avais, je pensais, acquis mes galons, et Barbara notamment en termes de gestion de magasin, on s'est dit là c'est le moment, on a un petit peu de temps pour voir venir, on va monter un dossier, on va voir si tout ça peut rouler ou pas. Ok, donc vraiment vous avez décidé dès le départ de vous lancer ensemble, en tout cas dans l'aventure. C'était pas une des deux qui voulait lancer quelque chose au départ et puis l'autre qui a rejoint l'aventure. Non, vous aviez vraiment cette idée de construire quelque chose ensemble. Oui, moi je pense vraiment que on était un peu essoufflés de notre parcours professionnel, mais en même temps on avait conscience d'avoir vraiment toutes les cartes en main et d'avoir l'expérience nécessaire. Et en fait, c'est vraiment venu naturellement. Moi, je sais que j'aurais jamais envisagé dans ma vie de monter un magasin ou de me mettre à mon compte. D'accord. Ça m'était vraiment jamais venu à l'idée avant un certain stade, en fait, où avec Sabine, vraiment, en fait, quasiment au même moment, on en est vraiment venu à s'interroger et à se dire... En fait, à partir du moment où toutes les deux, on a eu une discussion un jour où on s'est dit pourquoi pas
à partir de ce moment-là, tout a été clair et tout a germé et tout s'est imbriqué. Il fallait y aller, quoi. Et oui, on n'aurait pas vu le projet l'une sans l'autre. Alors que moi, j'avais conscience d'être un peu, entre guillemets, un poids mort parce que pas capable de générer du chiffre d'affaires, en fait, parce que je ne savais pas tatouer. Mais elle avait quand même sa place qui était faite, oui, parce que voilà, on se sentait légitime toutes les deux quand même. Donc ça, ça a vraiment été complément de toute ouais, façon. exactement. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a le côté justement tatouage, mais il y a tout ce qu'il y a autour. Oui. Et il y a beaucoup de choses autour et on se rend pas compte. Et au début, c'est vrai qu'elle partait. Elle partait d'une façon qui était je vais être inutile, de toute façon tu vas jamais pouvoir m'employer à plein temps parce que gérer un planning, des mails, ça prendra jamais assez de temps pour remplir une semaine. Et aujourd'hui elle déchante parce que effectivement on se rend pas compte, mais le back office c'est extrêmement lourd. La gestion des stocks, répondre aux mails, c'est vrai que nous on valorise énormément le rapport social avec les clients, donc on a beaucoup d'échanges, beaucoup de questionnements, beaucoup d'allers-retours et ça prend un temps de fou furieux. Tant que tu as de moins en moins en fait finalement, parce qu'en plus tu donnes une nouvelle orientation aussi oui, tout à fait, à votre collaboration si je puis oui, dire. puisque du coup Sabine a commencé à me former depuis le mois d'août au tatouage et effectivement ça me prend beaucoup de temps quand tout le reste m'en prend déjà beaucoup, donc oui c'est un peu compliqué du coup de faire en sorte que tout s'imbrique correctement sur une journée de travail. Est-ce que tu as envie de parler du pourquoi tu as franchi cette marche supplémentaire qui est de ne pas gérer uniquement tout le back-office du magasin et aussi de vouloir rejoindre du coup ta sœur dans le côté vraiment tatouage, là, pour le coup, au cœur de métier en fait. Eh bien oui, pour le coup en fait c'est vraiment... moi je suis quelqu'un qui a toujours travaillé dans le mouvement, j'ai été fleuriste, j'ai été responsable de magasin et vraiment ça c'était vraiment quelque chose qui me frustrait un peu dans la création, c'est que quand on est en train de créer, tout est vraiment en mouvement et puis en fait une fois que, là ça fait 2 ans, on est plutôt stabilisé au niveau du rythme administratif et en fait j'avais vraiment un manque entre guillemets au niveau physique. Action. Au niveau action. Voilà, j'aime faire des choses avec mes mains, j'aime créer, j'aime travailler. Donc effectivement, ce côté-là m'a poussée à commencer. Et également le fait que ça fait des années que je vois Sabine travailler. Et du coup, je me demandais ce que ça faisait et j'ai quand même eu envie de tenter. Et surtout, pour être tout à fait honnête, je lui ai quand même mis la pression. Ça fait un moment. Je crois me souvenir de ça. Hein, ça fait un moment que je la travaille au corps pour que elle cède un peu et qu'elle aille du coup dans le sens du tatou parce que je sais qu'elle est capable. Je sais qu'elle a beaucoup de billes pour faire ça bien et être une bonne tatoueuse. Et on se retrouvait aussi face à un problème purement fonctionnel qui est que je commence à avoir beaucoup de délais. Et en fait, tout ce qui est petit tatou, quand des gens arrivent pour prendre rendez-vous et qu'on leur dit bonjour, ce sera dans 8 mois, c'est trop long. C'est trop long. Et du coup, on s'est dit que former Bara, dans un premier temps pour faire des petites pièces comme ça qui sont en fait le meilleur des apprentissages parce que c'est là où il faut être vraiment très minutieux, très pointilleux, etc. Ça nous permettrait de, moi, me désengorger de ce genre de travail et donc de fluidifier un peu mon planning. Et également de ne pas avoir à refuser des gens puisque j'estime qu'on peut faire ce genre de tatou d'une très bonne manière et avec beaucoup de professionnalisme et que ce genre de tatou doit être fait avec beaucoup de professionnalisme et moi ça me tient à cœur de ne pas arrêter de faire ce genre de tatouage complètement et le fait de savoir que Barbara est complètement apte, ça me déculpabilise un peu de ne plus pouvoir les prendre. Voilà. Et finalement, l'intention en fait que le tatoueur met dans l'acte de tatouage en lui-même, ou dans la préparation, le dessin, il est hyper important. Oui. Je pense que ça, vos clients, ils sont, à mon avis, hyper sensibles. C'est
un retour qu'on a énormément de gens qui ne sont pas tatoués, qui du coup sont plus anxieux on va dire que les autres et qui du coup nous remercient d'avoir pris le temps de faire les choses correctement. Ils se sentent sereins quand ils arrivent à la boutique, on a beaucoup de travail qui est fait en amont avec eux. Ça passe par la préparation des dessins une dizaine de jours avant le tatou, ça passe par des mails qui récapitulent, qui expliquent comment faire en sorte que l'expérience du tatouage se passe le mieux possible. Et après coup, on est aussi très présente. On fait des mails pour savoir comment se passe la cicatrisation, etc. Et ça, c'est quelque chose que les gens soulignent. Et même ceux qui sont déjà tatoués, ils le soulignent. Et ils sont contents de ce lien, en fait. Et je pense que c'est important de prendre le temps de faire ça parce que on est quand même un métier de service, mine de rien. Et plus les gens sont sereins, plus ça se passe mieux des deux côtés, en fait. Oui, c'est clair. Et en plus, ça va même au-delà du service. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure pendant la séance. C'est vrai qu'il y a une relation très proche qui peut très facilement s'instaurer avec son tatoueur. Bon, évidemment, quand il y a le feeling, bien sûr. Mais il y a des choses qui peuvent vraiment se passer. On peut arriver à discuter de sujets qui sont très intimes, on peut parler de la pluie et du beau temps, mais ça se fait vraiment dans un cadre qui est ultra bienveillant, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens avec vous deux. C'est vrai que c'est une expérience qui est hyper cool et c'est pour ça que j'ai eu envie de vous revoir et de refaire d'autres projets et qui sait peut-être d'en faire d'autres dans le futur, pourquoi pas, peut-être pas que pour moi. Mais vous avez vraiment cette particularité d'apporter beaucoup d'intention, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute. Il y a de la rondeur, de la douceur. Et en fait, c'est un moment qu'on attend, enfin en tout cas moi que j'attends avec impatience. Et de revenir à chaque fois, c'est un vrai bonheur, que ce soit pour une heure ou une après-midi en fait. Et tu disais aussi tout à l'heure que un tatouage, c'est pas anodin. Alors, je pense que c'est jamais anodin, même quand on parle de ce qu'on va appeler par exemple des walk-ins, donc des gens qui rentrent et qui nous disent bonjour, est-ce que vous avez de la place pour un tatou, ou dans le cadre de gens qui adoptent des designs qui sont créés en avance. On pourrait se dire que ça n'a pas de signification. Et moi j'aime à penser que si quelqu'un a un coup de cœur pour un motif, même s'il a un coup de cœur dans l'instant, c'est que ça lui parle, c'est que ça parle à ce qu'il est, ou que ça représente des choses qu'il aime, ou ne serait-ce que juste l'esthétique. Si l'esthétique lui parle, c'est que d'une certaine façon il y a une connivence entre celui qui a créé le dessin et lui, sa vie, ce qu'il ressent, ce qu'il pense et comment il... ne serait-ce que son sens de l'esthétique. Et c'est jamais anodin déjà parce que on ancre quelque chose et ça a toujours une certaine signification et ça a surtout la signification, j'estime, que le tatoueur va donner à l'acte, notamment comme on le disait tout à l'heure en étant bienveillant, etc. Et en fait il y a toujours ce lien qui se crée parce que quand c'est un tatouage avec une vraie symbolique, par exemple un deuil, une naissance ou une renaissance ou peu importe, on est obligé d'être amené à en parler puisque c'est le motif qui va transmettre ça, et ne serait-ce que moi par curiosité ou le client au moment où on a fait le dessin, il va venir et nous dire je veux me faire tatouer ça parce que ceci, cela. Donc on rentre directement dans l'intimité de la personne. Et même quand c'est pas le cas, en fait, on remarque que n'importe quel symbole qu'on vient appliquer sur la peau a de toute façon toujours une signification. Et aussi petite soit-elle, et même quand c'est petit, en fait, la signification, elle va venir avec la séance, avec les échanges, avec cet impact que chacun va avoir sur la vie de l'autre, parce qu'encore une fois, je pense qu'on est des gens qui, même si en dehors de la vie c'est pas le cas, en dehors du travail c'est pas le cas, on peut être un peu pipelette, parce qu'il y a plein d'avantages dans notre métier, ça distrait quand même beaucoup de ce qui est en train de se passer, et du coup, ça devient vraiment un moment à deux. Et dans ce sens-là, ça apporte nécessairement du sens parce que quand on repense à son tatou, nous, quand on repense à la personne, quand on revoit son tatou ou peu importe, on se souvient toujours de quelque chose, des fois complètement anecdotique, mais il y a un lien, on est des humains et même si on ne se souvient pas de tout, il y a toujours des choses qui nous marquent plus que d'autres, des fois dans le bon ou dans le mauvais sens, mais il y a une histoire qui se crée en fait, c'est un moment de partage. Et du coup, on peut pas ne pas parler de votre premier tatou, que ce soit vous, quand vous avez fait votre premier tatou, soit sur vous-même, soit peut-être fait par un autre tatoueur, ou le jour où vous avez effectué votre premier tatou sur quelqu'un
Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment vous le vivez? Comment vous l'appréhendez ce moment? Allez Bara, parce que c'est plus récent que moi, vas-y, tu as un souvenir plus net. Alors moi, mon premier tatou en termes de réalisation, pour le coup, c'était sur Sabine, qui m'a complètement forcée, parce que je n'étais pas très motivée. Et donc, en fait, je pense que pour tout tatoueur normalement constitué, c'est quand même une angoisse. Parce qu'en fait, on ne sait jamais ce que ça va faire avant de l'avoir fait, de tatouer sur de la peau humaine. Et du coup, c'est une angoisse parce que autant notre cerveau que nos émotions vraiment à proprement parler, notre corps ne sait pas du tout comment appréhender toutes ces sensations, parce que quand on pique, on ressent la peau des autres, c'est vraiment un équilibre entre des forces, des résistances, etc. Donc c'est quand même, c'est très technique, et je veux dire, sinon ça ne s'apprendrait pas. Et du coup, je pense que la première fois, c'est, à part peut-être pour des inconscients, je ne sais pas, c'est forcément une angoisse parce que on sait que ce qu'on fait, ça va rester à vie, et on sait qu'on n'est pas techniquement capable de le faire, encore. C'est bien, je trouve, d'être capable de mettre des mots dessus. Moi, il y a quelque chose qui m'a... On ressent la peau des autres. Et toutes les peaux sont différentes et uniques. Et c'est là que vraiment la problématique se crée et la difficulté se crée. Voilà. Et sinon, pour mon premier tatou, moi, c'est une très bonne tatoueuse de Grenoble qui me l'a fait, Émilie. Et c'était en fait des bracelets en runes sur mes chevilles, et c'était comme beaucoup de personnes une symbolique de deuil, parce que pour les premiers tatous c'est très souvent lié à un deuil, voilà. Donc moi pour le coup c'est le prénom de tous les membres de ma famille, grands-parents, parents et frères et sœurs, voilà. Que je ne regrette absolument pas 20 ans après. Et toi? Alors du coup, moi, mon premier tatou, le premier tatou que j'ai réalisé, c'était sur moi-même. Donc en termes d'appréhension, c'est différent. C'est tout à fait différent. J'avais choisi un style qui n'était pas trop compliqué pour pas me mettre en difficulté. Du coup, la difficulté a surtout été celle que j'avais pas envisagée, c'est de gérer une nouvelle sensation dans la main et une sensation auto-infligée. Du coup, c'était particulier, mais ça s'est très bien passé. Mon premier tatou sur autrui, c'était, il me semble, sur un de mes anciens collègues, sur Hugo. Et plein de difficultés parce que je crois même que je ne l'ai pas piqué en noir, je l'ai piqué en couleur. Mais ma foi, ça s'était très bien passé. Je pense qu'aujourd'hui, il est encore très content de ses tatous. Je lui avais fait une symétrie sur les chevilles avec un petit bateau et un nœud d'huître en corde. C'était quelque chose, j'étais effectivement très stressée, mais ce stress est resté pendant 1 an, donc j'ai fini par m'y habituer. Et le premier tatou qu'on m'a fait, c'était après la mort de ma grand-mère. Je me suis fait faire un petit chat très simple que j'avais dessiné sur l'omoplate, parce que ma grand-mère adorait les chats et il y avait énormément de chats chez mes grands-parents, et moi-même j'adore les chats, donc je me suis fait tatouer un chat. Et je me suis également fait tatouer ce même jour une phrase sur le pied qui est Do not forget, donc n'oublie pas, parce que je sais que je suis du genre à oublier. Typiquement, moi c'est loin des yeux, loin du cœur, et je voulais me le noter pour simplement la signification de, même si des fois on dirait que j'oublie parce que je suis pas du genre à prendre des nouvelles ou à aller au cimetière voir ma grand-mère par exemple, et ben en fait j'oublie pas. C'est pas parce qu'on n'y va pas, c'est pas parce qu'on n'acte pas que ça n'a pas d'importance, et du coup c'est un petit reminder pour me dire de ne pas oublier, même si je sais que je n'oublie pas, mais pour peut-être pour me mettre un petit coup de pied et me dire bon, même si toi dans ta tête c'est clair, peut-être qu'il faut acter un peu plus parce que c'est important. C'est là où on voit que la symbolique des tatouages elle est vraiment hyper importante en fait. Beaucoup de personnes. Et alors je savais pas que c'était beaucoup le deuil en tout cas qui pouvait amener à passer à l'acte, mais ouais, c'est
ça m'étonne pas non plus. Le deuil, ou je dirais moi thématique familiale plutôt que le deuil. Ah oui, familial. Mais c'est très souvent, donc soit effectivement quelqu'un qu'on a perdu, soit il y en a beaucoup qui passent le cap à la naissance du premier par exemple, le prénom, et sinon les gens qui vont se faire effectivement, même s'ils sont toujours là, tatouer le nom de leurs grands-parents. Il y a beaucoup en tout cas de jeunes filles, très très souvent les grands-parents. C'est fort cet attachement. Ouais. Ok, les grands-parents. Et je pense que ça montre vraiment le fait que on sait que les choses, que rien n'est éternel, mais un tatou sur nous ça l'est. Tant qu'on est vivant, on aura ce tatouage et en fait ça donne une pérennité à des gens qu'on aime et on sait qu'un jour ils seront plus là et c'est malheureux parce que c'est prendre de l'avance sur quelque chose dont on sait que ça va arriver, mais je pense que ça permet aux gens déjà de montrer à ces personnes-là à quel point elles sont importantes pour eux dans leur vie et du coup de se dire que même quand elles seront plus là, et ben elles les auront encore et c'est très fort. Ça marche aussi avec les animaux de compagnie d'ailleurs. Voilà. je suis la première à m'être fait tatouer mon chat, donc clairement c'est absolument pas un jugement de valeur. Non, mais après je pense que de toute façon il n'y a pas de jugement de valeur à porter sur les tatouages des uns et des autres. Après on aime ou on n'aime pas et c'est très personnel finalement, que ce soit la symbolique ou l'esthétique. C'est pour ça que d'ailleurs il y a, je pense, autant de tatoueurs que d'univers différents de tatouages. Et justement, comment petit à petit on construit son univers en tant que tatoueur? Alors, je pense que Barbara le fait bien mieux que moi, du coup, pour l'instant. Peut-être qu'elle a vu mes erreurs et qu'elle ne s'en inspire pas. Moi, mon univers de tatoueur, c'est très compliqué parce que déjà avant, quand je ne faisais que dessiner, j'avais pas vraiment d'univers. Il y a clairement des thématiques qui ressortent, mais en termes de style, il n'y avait rien du tout qui ressortait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me frotte un peu à la difficulté de me dire, contrairement à d'autres, à aucun moment j'ai affiné ce que j'aimais ou ce que je voulais faire, si bien qu'aujourd'hui je me retrouve capable de faire énormément de choses et je suis un peu bloquée dans le sens où j'ai pas l'impression de pouvoir donner une direction particulière à mon travail. Donc moi je me qualifie et j'aime ce qualificatif de tatoueuse polyvalente. C'est vrai qu'il y a des choses que je préfère faire et malheureusement, et comme c'était le cas dans le dessin depuis plus de 20 ans, c'est que j'aime une chose à un moment donné et 6 mois après, je vais en aimer une autre. Ça veut pas dire que je vais en faire une avec moins d'amour que la seconde, mais c'est très délicat et là où Barbara est bien plus, je vais dire intelligente que moi, c'est que elle veut faire quelque chose, elle veut faire principalement de l'anime et du manga, et du coup, elle donne ça aux gens, déjà de 1 au travers ses flashs, donc ses projets à adopter, mais aussi dans ce qu'elle donne à publier sur les réseaux. Et donc, elle est déjà en train de faire cet entonnoir, qui du coup va lui permettre à terme de faire principalement ce qu'elle aime faire. Mais cet entonnoir est aussi lié au fait que techniquement, autant en termes de création, de dessin que de plein de choses, je suis pas aussi polyvalente que Sabine. Donc en fait, moi, c'est pas que je m'auto-bride, mais c'est que je ne suis pas capable techniquement de faire beaucoup de choses. Donc j'ai mon truc, et en fait, quelque part, ce qui peut lui paraître être positif, pour moi est négatif et vice-versa. Mais parce que elle a le bel avantage d'être capable vraiment de tout faire, autant en dessin qu'en tatou. Et de bien le faire. C'est pas comme ceux qui font plein de styles et qui en fait les font tous à moitié ou voilà. Et en fait moi c'est aussi, quelque part c'est un entonnoir qui est fait naturellement parce que manque de compétences pour l'instant j'espère. Mais voilà, donc en fait c'est... Bon bah personne n'est jamais satisfait de ce qu'il a, ce qu'il peut et tout ça, mais du coup c'est un mal pour un bien quoi. Bah là en vous écoutant parler, on peut pas rester insensible au fait qu'il y a un lien très fort en fait qui vous unit.
est-ce que le fait de travailler entre sœurs et évidemment entre jumelles fascine les gens ou pas spécialement? Ou franchement, c'est vraiment un non-sujet? C'est un sujet, mais Pour certains. pas plus que ça. En fait, on a vraiment de tout. Il y a des gens qui comprennent, qui savent même pas qu'on est sœurs, qui voient pas qu'on est sœurs. Il y a des gens qui voient tout de suite qu'on est jumelles. Il y a des gens qui pensent que je ne travaille pas ici. Je suis une touriste. Je reste là pour passer mon temps libre. Et non, je dirais que c'est pas un... C'est pas vraiment un sujet, mais en tout cas, quand ça en devient un, on va dire que 85% des gens nous disent « Ah mais comment vous faites pour travailler ensemble? Ah mais travailler en famille, c'est affreux. Ah mais ils sont admiratifs, ils disent oh là là c'est trop super, et mais en même temps, mon Dieu, si moi j'avais à travailler avec ma sœur, je ne pourrais pas. Et du coup, on explique d'où on vient, que dans notre famille, on travaille en famille depuis des générations, qu'on a été éduqués là-dedans, qu'on a travaillé avec nos parents et nos grands-parents à l'usine dès qu'on a su travailler à peu près. Et du coup, nous, c'est comme ça en fait. Et c'est presque la sécurité, c'est... Et naturel, on le ressent en fait quand vous en parlez. Oui. Quand vous fermez le shop le soir et que vous rentrez chez vous, est-ce que comme n'importe quel entrepreneur, le travail continue et la charge mentale continue d'évoluer dans la tête? Est-ce que vous arrivez à vraiment couper du travail? Ou est-ce que parce que c'est aussi un métier passion, bah forcément le lien perdure parce que peut-être quelques dessins par-ci, par-là ou un gros projet en cours? Comment ça se passe? Alors je pense qu'on essaye de couper, qu'on n'y arrive pas. Et je pense aussi pour Sabine notamment, parce que moi c'est vrai que même le dimanche j'aime bien un peu regarder mes plannings, les mails et tout ça. Mais Sabine, elle par contre, il y a autre chose, c'est que elle aime le dessin. Donc par exemple pendant ses vacances, elle va faire des tableaux, etc. Donc elle a vraiment plus, je pense, ce côté presque du besoin d'exprimer quelque chose. Avec ou sans but en fait, mais ouais, je pense que ça passe par la création. Elle c'est vraiment métier passion, mes passions en fait, peut-être plus parce que du coup réaliser des tableaux, on n'est plus vraiment dans l'ordre du métier, mais ça fait partie du métier quand même parce que ça reste de l'art et que ça exerce sa créativité, etc. Mais c'est voilà, c'est ouais, pour elle, je pense que c'est vraiment passion. Mais c'est quand même, je pense que comme pour toute chose, c'est sain de décrocher un peu. Et j'y arrive de plus en plus, notamment donc, sur les projets clients. J'arrive à... Je pense que j'ai gagné en efficacité, donc j'alloue moins de temps à ça, même si c'est quand même énorme en réalité. Je pense que je peux dire que j'ai une petite journée de repos par semaine. C'est mieux qu'avant. Mais c'est vrai que ça prend énormément de temps. En plus, c'est un temps qui est variable entre les projets et entre les personnes parce que certains ont vraiment besoin d'être beaucoup rassurés, beaucoup de modifications. Il faut que tout soit millimétré. Du coup, ça prend énormément de temps. Mais maintenant, j'essaye le plus possible de faire ça, on va dire, pendant les horaires de travail, même si c'est très compliqué, de manière, et ça je le fais du coup depuis peut-être 1 an et demi, de manière à pouvoir débloquer du temps sur mon temps libre pour pouvoir peindre, dessiner, etc. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me manquait, notamment dans mon ancien travail où je trimais, où j'avais plus du tout le temps de faire des dessins. J'avais éventuellement un petit peu de temps pour faire des flashs, mais ça restait ridicule. Et aujourd'hui, j'ai bien compris que c'était important pour moi, et donc j'essaie de faire en sorte de débloquer du temps, sans pour autant que ça m'en prenne sur autre chose. Ce qui est très compliqué. Les journées devraient avoir au minimum, je pense, 36 heures à peu près. Ce serait mieux. Au moins. Ce serait mieux. Si vous imaginez votre shop dans 5-10 ans, quelle orientation vous voudriez lui donner? Est-ce que vous avez envie que ça reste voilà comme ça parce que c'est là que vous vous épanouissez, évidemment, en tout cas à cet instant?
Est-ce que déjà vous avez des idées sur des évolutions potentielles? Est-ce que vous imaginez d'autres projets? Alors, Parce qu'on n'en a jamais vraiment parlé, je pense. Ok. moi je pense que on est un peu contrainte au niveau du local, déjà pour parler dur, parce que Il est petit. on a un nouveau membre dans notre famille qui est Bro. Du coup, avec qui ça se passe vraiment très très bien, mais pour le coup, comme moi je me mets à tatouer, c'est un peu compliqué d'arriver à 3 avec 2 studios à tout faire comme on devrait le faire correctement en prenant en compte les temps de réalisation des uns et des autres. C'est très compliqué, même si moi j'ai conscience que je suis pas là pour tatouer toute la semaine. Voilà, moi je suis là pour, on va dire, boucher des trous, voilà, pour l'instant. Mais du coup, à terme, on sait pas trop comment envisager ça parce qu'on a un très beau salon. Et pour le coup, beaucoup de personnes nous disent qu'il fait très spa. Oui. Donc en fait, on a vraiment cette ambiance bois, plantes, nature, où on a quand même un bel espace d'accueil. Et ça m'embêterait en fait de le restreindre parce que ça fait un peu l'âme du shop et que si après on passe simplement sur 3 studios et qu'on fait un accueil tout rikiki, sans canapé, sans... Voilà, ça va en fait... il n'y aura plus la vie qu'il y a maintenant et qui est nécessaire et positive, je pense, à l'ambiance générale du salon. Et pour autant, je pense pas qu'on ait trop envie de déménager parce qu'on a de la chance d'être là. Donc vraiment, pour l'instant... Vous êtes bien là. Voilà. Ouais, et surtout, on a trouvé peut-être un petit peu En fait, on essaie... là, ça fait 2 ans, donc on commence à voir comment ça tourne. Et en fait, on essaie du coup de réaménager un peu pour le bien-être de tout le monde. Réaménager un petit peu le temps de travail, etc. Et pour ça, par exemple, on envisage de m'alléger d'une demi-journée de travail que je passerai ici, à gérer l'accueil. Et comme il n'y a pas tout le temps, systématiquement, des gens qui passent, ça me permettrait de prendre de l'avance sur mes projets et du coup de ne pas passer cette demi-journée en demi-journée off à travailler. Et du coup, ça libérerait par exemple mon studio pour Barbara qui veut tatouer. Donc on pense que par un petit jeu comme ça d'organisation, on devrait arriver à tous se donner quelques billes pour que tout roule à peu près bien. On va voir ce que ça donne pour l'instant. Et voilà, on verra si on peut gérer le shop comme ça pendant peut-être les 3, 4, 5 prochaines années à venir. Et puis 4-5 ans, c'est loin. Oui. On verra. Et puis on n'est pas tellement dans l'optique de faire un gros salon. Voilà, je pense qu'on est quand même bien en famille, façon de parler, même si Bro, du coup maintenant il fait partie de notre famille. Et en fait, je pense pas que on envisagera un jour d'avoir un grand salon pour avoir 5-6 fauteuils. Surtout que nous, on tient énormément au fait que chacun ait un studio privatif pour le bien-être du client, pour que chacun puisse avoir sa petite identité, faire sa petite déco, etc. Et les gros studios, ça demande du coup tout de suite, ça crée beaucoup plus de problématiques si chacun veut avoir son studio privé. Preuve en est, les 3/4 des shops qui sont à plus de 4 artistes, ils ont des open space avec tout le monde qui tatoue dans la même salle. Et nous, c'est clairement pas dans notre charte de bien-être et de bienveillance, et du coup, c'est inenvisageable. Donc, possiblement qu'avoir plus de 3 artistes dans un shop, pour nous, c'est inenvisageable. Okay. Surtout que nous, les artistes avec qui on travaille, on aime vraiment qu'ils aient la même éthique que nous, la même bienveillance envers les clients, que le travail soit fait en avance, que les dessins soient faits en amont, etc. Et du coup, c'est pas encore bien rentré dans les mœurs. Donc voilà, on sait qu'on est exigeante au niveau de nos guests.
Donc autant en avoir peu et que ça se passe très bien, plutôt que d'en avoir beaucoup et de faire n'importe quoi. En fait, vous avez un équilibre que vous avez aujourd'hui et que pour l'instant, Exactement. vous avez envie simplement de profiter chaque jour. Je pense que le salon, il est ce qu'il est aujourd'hui. Parce que oui, on a eu l'idée de monter un shop et c'est très bien, mais on est allé jusqu'au bout, notamment parce qu'on a trouvé des interlocuteurs, intéressés par le projet, 2 qui nous ont très bien orientés et 3 qui nous ont donné vraiment la foi de croire que c'était possible, c'était viable, qu'on pouvait y arriver. Et je pense pas qu'à un seul moment, on ait vraiment douté de la faisabilité, de la création, juste parce que les gens étaient aussi enthousiastes que nous dans le projet, qu'on l'était nous-mêmes, et que dans les moments de doute, dans les moments où ça a été plus compliqué administrativement, etc. Déjà, quand il y en avait une qui était un peu blasée, il y avait l'autre qui pouvait prendre le relais, et ça c'était vraiment une grosse plus-value. Et tout le long du chemin, on n'a vraiment eu que des retours positifs, que ce soit quand on a présenté le projet pour la commission à initiative, où les gens ont vraiment... C'est là qu'on a constaté aussi la méconnaissance du milieu du tatou, parce qu'ils se faisaient tous une idée en amont. Oh là là, c'est des tatoueuses, elles veulent monter un shop, qu'est-ce que c'est que ça? Et quand on leur présentait le projet, ils étaient tous interpellés par le fait qu'on voulait faire quelque chose de cosy, qui colle pas à l'univers du tatou comme on l'entend généralement. Et donc même les gens, je vais faire des stéréotypes, mais même les gens de 50, 60 ans, les gens qui sont pas du tout tatoués, ont eu cette curiosité de se dire, elles ont l'air de vouloir faire les choses différemment. En fait, j'avais des a priori et des stéréotypes dans ma tête parce que je pensais que le tatou c'était ça, mais quand je vois ce qu'elles veulent faire, son travail, leur bienveillance, la façon dont elles en parlent, la passion qu'elles ont là-dedans, et ben j'ai presque envie de me laisser séduire et de me faire tatouer finalement. Parce qu'en fait, si je passais pas ce cap-là, c'est surtout parce que j'avais plein d'idées dans ma tête et on a aidé ces gens à les déconstruire. Et de ce côté-là, d'une certaine façon, c'était valorisant quand même pour nous. Et en plus, ça nous a bien donné foi, je pense, dans le projet. Et du coup, merci à Initiative Grand Annecy, qui vraiment a été d'un soutien énorme pour toute la création. Parce que, voilà, on est des noobs, hein, et ça a été... Et créer une société, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc ça, c'était vraiment... ce qui nous a poussé, ce qui nous a fait nous dire qu'on était dans la bonne direction et que possiblement vraiment on avait une chance de réussir. Parce qu'on voulait casser les codes. Initiative Annecy nous a beaucoup aidés. Après, honnêtement, c'est vrai que je ne sais pas si ça vient du secteur annécien Haute-Savoie, mais dès qu'on avait un caillou sur notre chemin, la direction départementale du territoire, on est tombé sur des gens formidables. Aux mairies, on est tombé sur des gens formidables. Enfin, on a vraiment eu... ça, c'était vraiment très bien. Je pense qu'on ne les remerciera jamais assez parce que Dieu seul sait à quel point c'est compliqué de faire des demandes de travaux, d'établissements recevant du public, etc. C'est vraiment long et fastidieux. Et pour le coup, on a eu vraiment la joie de tomber que sur des très belles personnes qui étaient vraiment très professionnelles comme nous. On essaie de l'être en tout cas. Et du coup, ça fait vraiment du bien de savoir que voilà, il y a quand même des gens qui croient à tout ça, qui sont pros, qui en veulent comme nous, et c'était vraiment très cool. Ouais. Il s'est écoulé combien de temps entre le moment où vraiment vous avez eu cette fameuse conversation, où vous vous êtes dit ça pourrait être bien, etc., et le moment où vous avez ouvert la porte au public? 1 an et demi. Ouais, je pense à peu près 1 an et demi, parce que c'était en août 2020, je crois. Et on a ouvert en mars-avril 2021. Et c'était pendant le confinement parce qu'on a travaillé sur le dossier d'arrache-pied pendant le confinement. Honnêtement, je
c'est vrai qu'au début c'est un peu flou parce que le temps de passer des appels en fait à la chambre du commerce et de l'industrie, à la chambre de l'artisanat, pour avoir des pistes, parce que vraiment au début on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir, donc c'est très compliqué. Du coup on est noyé sous des millions d'informations et puis vraiment avant de faire les premiers business plans, etc., c'est vrai qu'il y a une grosse partie de flou. Mais du coup c'était super parce que cette période de battement par contre, elle nous a permis de nous poser plein de questions, et notamment pendant la construction du dossier, les fournisseurs, nanana. Et du coup, on a rencontré plein de gens parce qu'on avait besoin de matériel, mais c'est aussi bête que on a un salon de tatou, on devait vendre des soins pour le soin post-tatou. Donc on est allé faire des marchés. Nous, idéalement, on voulait trouver un savon en pain qui soit doux pH neutre pour convenir à l'utilisation pendant le soin du tatou. Et du coup, on a rencontré plein de gens et certains ont été tellement interpellés que je pense notamment à Philippe. Donc c'est un monsieur qui fait les marchés, qui fait de la cosmétique bio, végétale, et qui a été très curieux quand on lui a dit « Bonjour, on voudrait du savon, on est tatoueuse, on cherche des fournisseurs qui sont responsables, etc. » Et il n'y connaissait rien du tout, et il nous a posé plein de questions, et face à son intérêt, on s'est dit « Est-ce que ce monsieur, en plus de nous faire un savon, pourrait pas nous faire une crème qui serait cohérente avec les soins post-tatou ?» Et notre éthique. Et il a été emballé, et donc on s'est lancé dans l'aventure création d'une synergie de beurre végétal. Donc on a énormément discuté, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre, pourquoi, comment. Il a été merveilleux, il nous a fait des formules différentes, des petits pots de test qu'on a pu faire tester à nos clients, prendre les retours, est-ce que la consistance ça va, l'odeur, est-ce que ça fait bien le travail de cicatrisation, est-ce que tout le monde est content. Et ça c'était génial pour lui parce que ça se voit que c'est quelqu'un qui est passionné et qui a envie déjà de se rendre utile, et de deux, d'apprendre des choses. Donc il était comblé, nous on était comblés parce qu'il a fait ça vraiment mais de la plus jolie des manières. Il s'est vraiment donné à 200%. En plus la crème a été labellisée Slow Cosmétique, donc c'est vraiment super. Encore une fois, nous ça colle à notre éthique. C'est des matériaux bruts, biologiques, végétaux. C'est tout ce qu'on aime. La crème elle est plébiscitée par nos clients, ils l'adorent. Et tout le monde en sort un peu gagnant, et nous on a l'impression du coup, de faire travailler aussi quelqu'un de la région qui aime ce qu'il fait, et c'est fantastique. Vraiment on a rencontré des gens qui sont formidables. Tous nos fournisseurs sont et de près ou de loin, parce qu'il y en a bien sûr qu'on ne rencontre pas, mais on essaie un petit peu de donner un petit peu à tout le monde, et même si des fois ça colle pas, je pense à Poppy qui fait ils font du papier toilette, de l'essuie-tout, fabriqué en France, non polluant, etc. Et donc on a voulu leur donner leur chance, et on a essayé leur gamme, etc. Et il s'avère que ça convient pas pour le tatouage, parce que l'essuie-tout est trop rêche chez de nos pauvres clients. Mais on essaye vraiment de valoriser les produits, les entrepreneurs français, les belles initiatives, etc. Et donc Barbara, de ce côté-là, fait un super taf, c'est qu'elle reste hyper alerte sur les réseaux, elle est en veille écologique perpétuelle pour essayer de donner la chance à quelqu'un qui a une bonne idée, qui veut nous aider à mieux travailler ou à travailler de manière plus responsable, etc. C'est une aventure de chaque instant. Oui, par exemple, sur les réseaux récemment, j'ai vu qu'une nouvelle marque organique proposait des fournitures compostables dans la mesure du possible, parce que tout n'est pas merveilleux. Mais en tout cas, voilà, c'est une entreprise qui nous permet de travailler dans notre quotidien avec des fournitures qui ne sont pas issues de l'industrie pétrolière, pétrochimique, etc. Donc qui sont sans doute, je l'espère, plus saines pour nous, mais du coup aussi pour la nature. Voilà, nous c'était vraiment ça le but.
c'était de pouvoir dire c'est un salon éco-responsable dans tout ce qui peut l'être. Pour certaines choses, on ne peut pas. Les produits de désinfection, d'asepsie, etc., on est obligé de garder une qualité parce qu'il y a des normes et c'est normal et c'est très bien comme ça. Mais du coup, voilà, on utilise des sprays désinfectants qui sont dans des bouteilles plastiques. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé autre chose. Mais je reste alerte et peut-être qu'un jour je trouverai quelque chose. Mais oui, c'est vraiment global. Et surtout, même quand dans le cadre, par exemple, des produits d'entretien, on est obligé d'utiliser des produits qui clairement ne collent pas, et ben on va faire le choix, par exemple, pour nos désinfections de surface, par exemple, on se fournit chez un fournisseur dont je ne me souviens plus le nom, mais dont l'usine de fabrication est pas très loin. Sans même que c'est, voilà, donc c'est en Haute-Savoie, et du coup on se dit bon d'accord, on utilise un produit qui est pas très cool, mais plutôt que de le faire venir de Paris ou de Taïwan ou je sais pas où, quitte à payer un peu plus cher, on se fournit chez dans un, je sais pas si on peut dire un laboratoire, mais qui fabrique ça pas très loin. En fait, on essaie toujours d'avoir cette dynamique de on peut pas être parfait, mais on va toujours essayer de gratter là où on peut gratter pour rester dans cette dynamique d'éco-responsable et donc diminuer l'impact carbone quand on peut faire que ça, c'est déjà beaucoup et on le fait. La seule chose qu'il faut vraiment surligner, c'est l'implication vraiment et vraiment la prise en compte des besoins et des envies des personnes qui viennent nous voir. On essaye vraiment de rester en accord, de tout expliquer, de faire en sorte que les gens, même si on ne peut pas forcément réaliser leur tatou, quand ils ressortent du magasin, ils sont quand même contents d'être passés. Ils ont quand même toujours des bonnes informations. S'il faut, on peut les renvoyer chez certains de nos collaborateurs dans d'autres villes si on sent que par rapport à leurs besoins c'est plus adapté. Voilà, on essaye vraiment toujours d'être honnête et bienveillante, quelle que soit la personne qui rentre. Et d'expliquer, parce que c'est très important, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui restent frustrées parce qu'on leur dit non, c'est pas possible, sans expliquer pourquoi. Et en fait, ça reste quand même une grosse partie de notre travail parce que c'est quand même nous les professionnels et du coup expliquer pourquoi. Et ne serait-ce que pour les soins en fait, expliquer, ou même les soins en amont d'ailleurs, expliquer pourquoi est-ce qu'il faut faire ça, pourquoi est-ce que nous on est en train de faire ça, pourquoi est-ce que ce genre de tatou n'est pas réalisable. En fait, les gens se sentent considérés et du coup ils sont contents et ils sont plus aptes à faire des compromis du coup, parce qu'ils ont l'impression qu'on les respecte et que on n'essaie pas de leur vendre du rêve ou de les enfumer. Nous, il y a des gens qui sont déjà passés et qui nous ont dit oui, j'ai fait mon tatouage, j'en sais rien, à Paris, et en fait, j'aimerais faire des retouches, combien ça me coûterait? Et certains, on leur a dit, mais en fait, ton tatouage n'a pas besoin de retouches. Ah oui, mais le rouge, il s'est affadi. Oui, mais ça fait partie du vieillissement, et sincèrement, si je te dis oui pour te faire des retouches, là, je vais te prendre 100 € pour quasiment pas faire de différence. Donc en fait, l'honnêteté, mais en fait de nous-mêmes et vis-à-vis de nous-mêmes, surtout c'est ça, je pense que c'est quand même important de pouvoir se regarder dans un miroir le matin et en fait être honnête, expliquer aux gens pourquoi, comment, leur dire oui on peut le faire ça, mais attention ça ne fera pas des miracles, on n'est pas des magiciens, en fait, c'est une règle qu'on s'impose, mais que tout le monde devrait s'imposer, en fait. Voilà. Je pense que la communication dans la vie, dans le travail, ça règle beaucoup de choses, et donc communiquons.
Voilà, ce premier podcast dans la lumière est maintenant terminé. J'espère que ton regard sur l'univers du tatouage se sera enrichi et que tu auras passé un bon moment. Tu peux découvrir le site web Other Me Tattoo dans la barre d'infos ainsi que leurs produits. N'oublie pas que tu peux leur demander de réaliser un tatouage sur mesure, mais qu'il y a aussi tout un mur de tatou à adopter. J'adore ce concept. Laisse-moi un commentaire, like et surtout partage la vidéo pour soutenir mon travail et me retrouver dans une prochaine vidéo. À bientôt, ciao!